Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Gazette où nous allons aujourd'hui parler de la nouvelle pièce d'Harry Potter, Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai donc avec moi aujourd'hui Pantalaimon. Hello. Ipiuti Minel. Bonjour. Abraxan. Salut. Merlinis Mentis. Bonjour. Et donc je suis moi-même Copette. Donc on va revenir sur la nouvelle pièce de théâtre qui est un petit peu l'événement de l'été pour le monde d'Harry Potter, le monde magique d'Harry Potter de J.K. Rowling, c'est ça? Non, le monde magique de J.K. Rowling, la nouvelle marque déposée Wizarding World. Donc une nouvelle pièce, Harry Potter and the Cursed Child en anglais, qui parlera, on va voir que c'est pas si évident de savoir ce dont elle va parler. De tout et de rien. C'est ça. D'Harry, le sujet a changé déjà 10 fois. Albus Severus, un peu. Donc, le résumé qu'on a eu assez récemment est « Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du ministère de la magie, marié et père de 3 enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais vu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus. Ce qui est quand même particulièrement emphatique, comme résumé, je trouve, mais qui correspond bien à l'espèce de nébuleuse qu'on a autour de cette pièce. Donc la pièce qui a été annoncée pour la première fois en décembre 2013. Je suis un petit peu tombée des nues en m'en rendant compte tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent que ça, alors qu'en fait, ça fait donc presque 3 ans qu'on attend la pièce. 2 ans et demi. 2 ans et demi, du coup, oui. 2 ans et demi qu'on attend la pièce. Oh, enfin, ça fait quand même un bail, quoi. Ça fait beaucoup plus de temps que ce que je croyais, et une pièce autour de laquelle il y a eu une fumée et un flou le plus total. Devrais-je rappeler que cette pièce n'est pas une préquelle, contrairement à ce qui était réellement annoncé par J.K. Rowling au départ, d'ailleurs. Au départ, on a entendu parler du fait que c'était autour de James et Lily. Au début, ça devait raconter l'enfance de Harry pendant qu'il vivait encore chez les Dursley. Donc entre ses 1 an, le jour où il est arrivé, et le jour où il a découvert qu'il était un sorcier. C'était probablement le projet de départ pour J.K. Rowling. Ensuite, c'est probablement à l'écriture qu'ils se sont aperçus que ça fonctionnait pas. Ou ça fonctionne pas, ou ça va, même si on est dans le futur, là, dans la pièce, ils vont renvoyer, il va y avoir des flashbacks avec l'enfance de Harry qui va être mis en parallèle avec l'enfance de Albus Severus. Mais du coup, on peut se demander comment ça va prendre forme, parce que au niveau des acteurs, il y aura un seul Harry. Donc, est-ce qu'il va raconter? Est-ce qu'il va y avoir des scènes où il va jouer lui-même enfant, mais dans le contexte lui-même adulte dans le contexte où il était enfant? Ça a l'air très très bizarre la manière dont ils ont formé leur chose. Il peut très bien y avoir un gamin qui joue Harry dans le casting, mais qui n'a pas été annoncé. Il était question quand même que certains acteurs, enfants notamment, puissent potentiellement jouer plusieurs rôles. Donc, ce qui renforcerait d'ailleurs le parallèle, si c'est par exemple Albus Severus qui joue Harry. Ouais, ça, je pense que ça risque de paumer tout le monde, mais ça peut être... L'avantage de Harry, c'est qu'il a ses lunettes. Au théâtre, ça se fait beaucoup. Oui, mais je veux dire, si c'est le personnage qui joue Albus Severus qui dans certaines scènes joue Harry enfant, je pense qu'il va quand même falloir bien s'accrocher au scénario pour arriver à tout suivre. Mais bon, ça peut être justement le centre du retournement de situation, éventuellement. Penser que c'est le passé alors qu'en fait c'est l'avenir. Je précise parce que on l'a pas dit, et donc si jamais on a des auditeurs qui sont pas totalement au courant, donc la pièce n'a pas été écrite par J.K. Rowling. Elle a été approuvée par J.K. Rowling. J.K. Rowling a donné des conseils. Elle a travaillé avec le scénariste, mais le scénariste s'appelle Jack Thorne. Et donc cette histoire n'est pas une histoire de J.K. Rowling, même si elle fait partie du monde merveilleux de J.K. Rowling. Alors, c'est une histoire de J.K. Rowling en collaboration avec tant le scénariste que le metteur en scène. Oui, la productrice aussi Sonia Friedman. Oui. Mais elle a créé l'histoire en collaboration avec, mais elle n'a pas écrit le scénario. Parce que c'est autre chose de faire passer le scénario à l'écrit que dans le cadre du théâtre, c'est quand même une forme très particulière. Et puis elle avait pas le temps de toute façon. Elle avait autre chose à écrire. Donc, non, puis c'est vraiment un style d'écriture très particulier, le théâtre. Donc. Non, en gros, elle a participé à l'écriture du synopsis. Oui. Mais c'est vrai que
c'est très difficile de savoir exactement où on va aller avec cette pièce pour l'instant. Effectivement, à un moment, donc on avait parlé de l'enfance de Harry, puis après on nous a parlé de James et Lily, et puis après on nous a parlé de ce mélange entre le passé de Harry qui ressurgit et la vie de son fils Albus Severus. Du coup, on s'est dit, en fait, peut-être que James et Lily, dont on nous avait parlé à un moment, c'était James et Lily, les fils et filles de Harry. Puisqu'il a quand même James Sirius et Lily Luna, voilà, c'est ça, qui sont quand même ses enfants aussi. Mais d'un autre côté, eux, on en a entendu encore parler nulle part. Eux, c'est quand même les grands absents de la pièce, donc. Oui. Bah tout comme Hugo Weasley. Comme Hugo Weasley, on en reparlera, mais effectivement, ça m'a frappé. Mais ça, c'est pour l'instant les absences, c'est-à-dire que dans les retours qu'on a eu, c'était autre chose. Il y a des acteurs quand même. Hugo Weasley, il sera pas là du tout, parce que j'ai regardé le casting en entier, et s'ils sont cohérents, il y aura pas d'Hugo Weasley. Donc on verra. Mais c'est vrai que l'histoire, on comprend pas trop où ça va. Après, je pense que c'est aussi ce qui a fait tout le buzz autour de la pièce. Ouais. C'est qu'ils ont voulu proposer, je pense, un projet complètement différent, qui soit avec des choix artistiques assez radicaux. Et je pense que c'est aussi pour faire une opposition au film qui arrive, qui lui va être très grand public. Et je pense qu'ils ont voulu justement proposer une pièce très artistique, un peu. C'est un peu maladroit du coup, je trouve, au niveau de la communication dans ce cas-là, parce que ils attirent, qu'ils le veuillent ou non, ils attirent le grand public. Donc si leur but c'était pas ça, ils risquent de se casser la gueule sur les critiques en fait. Dans les les interviews qu'ils ont données récemment, ils ont quand même dit que Harry Potter avait amené plein de monde à la lecture de livres et que s'ils pouvaient amener plein de gens à se rendre au théâtre, ça leur ferait plaisir. C'est qu'ils espèrent que les gens, après avoir vu la pièce, se disent « Ah, j'ai envie de retourner au théâtre ». Bah déjà, les gens ils vont y retourner pour regarder la deuxième partie, a priori. C'est un bon début. Après, pour ce que tu disais, Laura, tout à l'heure sur le fait de rendre ça tout public, je trouve que par rapport à l'idée de départ qu'ils avaient de montrer l'enfance de Harry, je trouve que là, le synopsis qu'ils nous donnent maintenant, ça fait plus fan service et justement grand public que l'idée de départ enfance d'Harry qui pouvait être un truc très dramatique. Je suis absolument d'accord. Là, en fait, je le mets moins grand public, c'est en fait cette histoire de passage du passé au présent, tout ça, je pense que ça va faire une mise en scène très particulière, ce qui sera pas nécessairement incompréhensible du tout, mais du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est immédiatement facile d'accès. Ça dépend beaucoup de la mise en scène. On est très probablement assez plutôt dans le fan service, ne serait-ce que par les personnages qui nous ont déjà été présentés. Je veux dire, on nous a présenté le trio, la fille de comment elle s'appelle, Rose. James et Scorpius. On nous a pas présenté James. Non, c'est Albus quand même. Albus et Scorpius. Donc rien qu'avec ces trois-là, on est déjà quand même pas mal dans le fan service parce que surtout avec Albus et Scorpius. Mais en fait, rien ne nous dit qu'on va revenir dans le passé de Harry littéralement, parce que le synopsis dit juste que le passé de Harry ne le laisse pas tranquille et que il y a des choses qui vont le remuer, et ça peut être par exemple que comme on a l'impression que ça va se centrer fort sur Albus et Scorpius, ça peut par exemple être que ils deviennent amis et que du coup Harry se retrouve confronté à devoir remonter sa relation avec Drago et revit à travers ça, une difficulté. Mais c'est parce que le résumé dit vraiment fusionner passé et présent. Et donc c'était pour ça que j'avais ça à l'esprit, mais effectivement je me trompe peut-être. Et je pense aussi du coup ça pourrait être aussi une des raisons pour laquelle la pièce est en 2 parties, parce que du coup ça peut vouloir dire 2 décors différents, donc un décor passé, un décor présent, faut vraiment voir la mise en scène en fait, ça va beaucoup dépendre de ça, mais ça pourrait être une technique. Effectivement. Et le fait que la pièce soit en 2 parties, ça c'est un élément théâtral aussi intéressant.
Parce que ça veut dire que ça va être une construction sur 6 ou 10 actes s'ils ont respecté la dimension classique. Et puis ça veut dire qu'il va y avoir besoin qu'il y ait quelque chose de très fort au milieu de l'histoire, quoi, pour finir la première partie de la pièce. Donc ça va être intéressant de voir si c'est une séparation en 2 parties qui sert réellement la pièce et le scénario, ou si ça va être fait un peu maladroitement pour faire 2 parties artificiellement. Et puis là, avec la campagne qu'ils sont en train de faire avec Keep the Secrets et l'idée un peu, enfin, ce que je regardais tout à l'heure sur Twitter, qui disait que en gros le 31 juillet, quand on aura tout le monde aura le script disponible, tout le monde pourra le lire. Enfin, tout le monde sera à même de découvrir un peu le secret dont il est question. Donc, ça pousse un peu vers un gros twist qu'il faut garder au maximum jusqu'à la fin. Et donc, enfin, ça pourrait être lié à ça, à ce retournement peut-être entre les 2 parties enfin, ouais, il y a peut-être un décalage sur le passé et le présent. Enfin, ça. En tout cas, pour les 2 parties, c'est vrai qu'il peut y avoir ça, soit le jeu sur le passé et le présent, soit sur les rapports entre les personnages, hein, justement, un rapport qui va complètement basculer. Il y a tellement de possibilités. Faut rappeler peut-être pour ceux qui nous écoutent, que là on enregistre à la veille de la première séance, mais c'est pas la première séance à proprement parler. Ils sont encore en cours de travail, donc le script peut changer. La mise en scène est complètement soumise à modification, donc il n'y a rien d'acquis, et tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est assez peu de choses, et on va peut-être sûrement en apprendre beaucoup plus dans les prochaines semaines. Oui, quelqu'un parlait de répétition publique, c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. C'est des gens, enfin, ce que les gens vont voir à partir de demain, c'est encore des choses qui sont pas complètement fini, quoi. Et c'est là qu'on retourne peut-être un peu au fanservice aussi. C'est que ils vont se servir forcément des réactions de ces premiers publics pour modifier la pièce, pour l'orienter vers ce qui plaît au public. Donc, oui, mais je pense pas que le script sera beaucoup changé parce qu'il doit déjà être en sous-impression là. Non? Je sais pas. Mais il y aura peut-être quelques changements, et puis c'est surtout la mise en scène. L'interprétation, ça peut être bien bouleversé quand même. Donc. Mais c'est annoncé, hein. Le script qui sort en juillet, c'est le script dans l'état brut qui est actuel, mais ils ressortent une autre édition finalisée 3 ou 6 mois plus tard. Donc ils ont annoncé que le script il était imprimé, mais que c'était pas le script final. D'accord, autant pour moi alors. Donc c'est sûr que, mais c'est comme pour un film. Je veux dire, un film, on le projette d'abord à des festivals, des critiques. Oui, bah oui. Et puis on l'adapte pour voir et pour dire ça c'est trop long, ça il faut raccourcir, ça il faut changer de rythme. Ici ils le font avec une pièce, et c'est pas non plus rare avec des pièces. C'est-à-dire par exemple, je lisais un article qui mentionnait récemment Hamilton, qui est une grande comédie musicale sur Broadway qui a eu un énorme succès. Le dernier acte a été entièrement réécrit. C'est-à-dire la chanson finale a été, ils ont changé le texte de la chanson finale, quoi. C'est pas rien. Donc c'est sûr que c'est partie fan service, mais c'est pas illogique de faire ça dans le cadre d'une super production qui va devoir rester sur le West End. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'était pas ce que je critiquais. C'était pas une critique d'ailleurs ce que je disais. Hein. C'était juste un rappel, une constatation. Puis de toute façon, enfin, c'est une pièce qui va se jouer, enfin, là, qui est prête pour être jouée pendant au moins 1 an et qui sera jouée à nouveau, enfin, qui sera à 99%, enfin, c'est sûr qu'elle sera prolongée et qu'elle sera emmenée dans d'autres pays. Donc, du coup, de toute façon, même le script définitif qu'il y aura après, il changera forcément avec les castings qui seront sans doute amenés à changer. Enfin, c'est jamais définitif. Il y a toujours, je pense, il y aura toujours une part d'impro sur scène. Il y aura toujours plein de petites choses qui changeront. Donc, c'est l'intérêt du théâtre, de toute façon. Oui, bah oui, c'est ça, le metteur en scène qui prend énormément de décisions. Les acteurs qui font des propositions, l'endroit où tu joues qui va forcément influer. Changer, Les décors, quand ça va passer à l'étranger, ils vont forcément changer de décor aussi. Donc il y aura des choix différents et forcément donc une pièce complètement
parties différentes. Oui, ça dépend. C'est ça qui est très intéressant aussi, parce que ils ont quand même le service d'un grand illusionniste pour faire des tours de magie sur scène. Ça va être très intéressant comme partie. Oui. Ce qui est quand même curieux et intéressant, ouais. Mais après, imagine quand on va devoir transférer ça dans un autre pays, s'ils ont pas la même équipe, ce qui serait probablement le cas, mais il va falloir sans doute soit réinventer les tours, soit les adapter, soit les reprendre et à ce moment-là ils font partie intégrante de la pièce. Donc c'est tous des éléments comme ça qui seront très curieux à observer à l'avenir. Ça va probablement faire partie de la pièce, puisqu'on peut imaginer que ça va être lié à des sorts qui vont être prononcés sur scène. Oui, ce serait bizarre de faire apparaître un numéro d'illusionniste ex nihilo, donc il faut... Non, mais... oui. Du coup, il y a des chances que ce soit... Après, il y a plein de manières, effectivement, de retranscrire les sorts. Et là, ils utilisent de la magie, entre guillemets. On peut avoir plein de manières différentes de faire figurer les sorts également. Ah bah, de toute façon, le théâtre, les premiers effets spéciaux sont apparus au théâtre, de toute façon. Donc, il y a des tas de manières de faire, hein. Et rien qu'avec les lumières, il y a des tas de possibilités de nous montrer ça. Avec plein de choses. Moi, j'avais vu une représentation de Midsummer Night Dream de Shakespeare, où il y avait comme ça sans arrêt des tours de magie qui avaient été intégrés à la pièce de théâtre, alors que techniquement ça ne fait pas partie du script en lui-même. Et c'était pas dans un théâtre, c'était dans un parc avec des scènes séparées. Donc même sans, il y a vraiment moyen d'intégrer plein de choses. Et à l'avenir, on peut s'imaginer que quelqu'un qui ferait la pièce se dirait oh bah là en fait je l'imagine bien en train de jouer avec une pièce qui apparaît à droite et qui ressort à gauche. On va faire ça comme ça. On sait pas. L'idée c'est de nous emmener dans cet univers. Donc forcément nous emmener dans un univers magique, il faut qu'à un moment on y croit. Donc et puis après c'est aussi l'énorme avantage de la magie, c'est que du coup la seule limite un peu du metteur en scène, c'est son imagination pour représenter les sorts, pour donc après dans la mesure des capacités du théâtre, ça sera joué, etc. Après il y a plein de possibilités pour réinventer les sorts, pour réinventer les créatures, n'importe quoi, les plantes magiques, il y a énormément de possibilités, et donc du coup ça peut être intéressant de voir dans quelques années comment ça évoluera, les différentes versions qu'on aura eues de tous ces aspects du monde magique qui seront de toute façon montés de toutes pièces. Dans quelle mesure on aura des créatures, etc. Tout ça de nouveau on n'en sait rien du tout. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que la pièce a quand même l'air d'avoir essentiellement un aspect psychologique. Ne serait-ce que par le dessin, l'espèce de logo, on va dire, de la pièce, avec ce qu'on imagine être Albus recroquevillé dans son nid vif d'or. Et je pense que effectivement, peut-être des duels, des choses comme ça, mais même pas quelque chose de très grandiose. Je veux dire un petit duel à la suite d'une dispute. Mais je pense pas qu'on verra des choses très compliquées du point de vue de la magie. Je pense que ils veulent vraiment s'axer sur la psychologie des personnages. Et ça, justement, je rebondis sur ce que tu dis, qu'on s'imagine être Albus. Voilà, on n'a pas du tout discuté, par exemple, qui est cet enfant maudit? Qui est l'enfant maudit? Mais pour moi, ça peut effectivement être Albus, mais pas forcément dans un conflit familial. C'est le regard des autres, parce que c'est quand même ce qu'a vécu Harry en rentrant à Poudlard, en rentrant dans le monde magique, et Albus qui ressemble si je me souviens bien de l'épilogue, qui ressemble quand même plus à son père que James par exemple, pourrait souffrir de la comparaison et de cette parenté. Ouais, mais par exemple je disais une théorie assez intéressante et amusante qui ne se tient peut-être pas totalement, mais si en fait le Cursed Child c'était pas à chaque fois, c'était pas tous les enfants de cette nouvelle génération en fait. Je trouve que c'est une assez bonne idée. C'est vrai qu'ils ont été vraiment mis en avant, les enfants de cette année-là. Je veux dire Albus, Scorpius et Rose. Donc mais après là c'est Cursed Child au singulier. Donc ouais. Oui, c'est vrai. Après non mais et puis le résumé quand même nous oriente énormément sur Albus et pas tellement sur les autres surtout, mais non, ça reste quand même intéressant malgré le singulier.
Mais on verra, oui, c'est sûr que ça représente quelque chose. Il y a clairement, manifestement, un parallèle entre la difficulté de la célébrité de son père pour Albus et le fait que Harry lui-même a du mal à se séparer, ce qui est, je pense, vraiment on ne peut plus normal de tout ce qu'il a pu vivre en tant qu'adolescent, et à quel point c'est lourd pour eux. Donc je pense qu'il va y avoir tout ce poids de la célébrité, du combat contre Voldemort, etc., qui est difficile à assumer après. Bah puis, enfin, on sait pas trop comment ça se passe dans le monde magique, mais à part le fait que visiblement ils sont en paix, mais pour moi, Harry à 37 ans, je le vois comme un mec qui a fait la guerre et qui revient et qui peut pas vivre dans un monde en paix parce qu'il a le stress post-traumatique et ça l'a traumatisé. Il est dans un monde en paix, mais lui, il est pas en paix intérieurement, donc du coup, je l'imagine pas comme quelqu'un d'heureux. Mais oui, mais d'un autre côté, l'épilogue nous disait quand même, tout était bien, il semble apaisé, il a fait la paix avec tout, il est heureux. Revenir sur l'épilogue, ça n'a pas l'air d'être la chose la plus compliquée, ni pour nous, ni même pour J.K. Rowling, donc... Mais il semble, en même temps, tu l'as dit toi, mais il semble être heureux. Il semble. Il y a l'image qu'il renvoie et puis la réalité quotidienne dans sa famille aussi, peut-être. C'est ça, il peut être heureux ce jour-là parce qu'il est content, parce que ses enfants voient Poudlard et tout, c'est cool, il voit ses potes sur le Poudlard Express, ça lui rappelle des bons souvenirs. Mais après, dans la vie de tous les jours... Et puis pour les enfants, il y a probablement dû un certain poids, parce que quand même, ils projettent un nombre de choses sur eux, rien qu'avec leur nom, quand même. Donc c'est... Et Harry travaille au ministère et le personnage porte un costume, il est précisé qu'il travaille au ministère, on ne dit pas particulièrement qu'il est devenu Aurore. Sa vie, elle est peut-être pas tout à fait palpitante par rapport à ce qu'il a vécu. Alors, pour le coup, si dans ce qu'on nous dit sur Cursed Child, oui, il est Aurore. Il est Aurore, hein. Il est Aurore. Et je veux dire, c'est peut-être pas Aurore oui, d'accord. Mais c'est pas du terrain qui fait manifester. Ah oui, c'est peut-être plus comme effectivement dans la web-série qu'on a déjà pu voir. Son travail est peut-être pas extrêmement gratifiant. Bah oui, c'est sûr qu'il a passé toute son adolescence à courir après un mage noir. Du coup, le travail de bureau, ça doit pas lui paraître très... il a jamais été très scolaire, donc... Voilà, en plus. On peut se dire. Bah puis il a aussi passé toute son adolescence à détester le ministère. Enfin, donc même si ça a changé, oui, de la politique du gouvernement assez viscérale, quoi. Enfin. On va malheureusement devoir terminer, je pense. Oui. Mais est-ce qu'on termine pas éventuellement en disant qui a des tickets pour aller les voir cette pièce ou qui compte simplement lire le livre? Moi j'ai pas de ticket. Je n'ai pas encore l'intention d'en acheter, donc je crois que je vais d'abord attendre d'avoir les premiers tours, d'acheter sans doute le script et de le lire, mais après on verra quoi. Pour ma part, j'ai pas de ticket non plus, mais je commence à me tâter parce que quand on a commencé à en parler de cette pièce et ça avait l'air tellement fouillis et compliqué, le truc qui tombait comme un cheveu sur la soupe, j'étais vraiment pas emballée du tout, mais vraiment pas. Et plus ça arrive, et plus ça commence à m'intéresser et à m'intriguer, et avec un peu plus les histoires et les photos des acteurs et tout ça. Et ça commence à m'intéresser plus. Je pense pas que je lirai le synopsis. Alors ça risque d'être compliqué. Parce que je préférerais voir la pièce avant de lire le synopsis, mais je sais pas si je vais pouvoir échapper à connaître le contenu de la pièce avant d'aller la voir. Donc on verra. Moi j'ai pas de ticket non plus, j'aurais bien vu la pièce, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller de me procurer des tickets, et j'ai été un peu refroidi quand on nous a annoncé quand même qu'elle se ferait en 2 parties. Et les dates en plus n'étaient pas forcément évidentes, mais ce qui est sûr c'est que je lirai le script. Probablement dès le 31 si j'arrivais à mettre la main dessus. Mais j'aimerais bien aller la voir à l'occasion quand même. Mais, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement il disait que ça avait pas refroidi beaucoup de monde que ce soit en 2 parties, donc on a une des rares personnes qui était refroidie par le fait que ce soit en 2 parties. C'est pas tendance sur le contenu que ça... Enfin, comment dire, c'est pas le fait que ce soit en 2 parties qui m'a dérangé, c'est...
La difficulté d'organiser. La difficulté surtout de comprendre pourquoi elle est en deux parties. Il n'y a pas eu d'explication. On en parlait au début du podcast et on n'a toujours pas de réponse sur le pourquoi. Et moi, ça me chiffonne un petit peu, mais... Parce que c'est trop épique pour le faire en une seule partie. Mais dans ce cas-là, ça me gênerait, tu vois. Mais après, on verra. C'est peut-être, ce sera peut-être une très bonne surprise. Moi, j'ai un ticket, donc c'est pas pour tout de suite. Faut que j'attende encore quelques mois. Mais, enfin, j'ai du mal à être enfin non, je suis pas vraiment enthousiaste parce que j'ai beaucoup de doutes de toute façon sur la légitimité de faire une suite, de reprendre tout ça où c'était laissé et finalement c'était très bien, j'ai l'impression dans son étagère et tout ça. Donc j'ai du mal à être enthousiaste pour la pièce, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner au théâtre parce que je m'attendais pas à une suite comme ça, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je sais pas encore si du coup je relirai le script avant ou pas parce que voilà, je verrai le jour où il sortira si j'ai envie de le lire maintenant ou si je me garde la surprise si j'arrive à tenir. Mais de toute façon, je pense que inévitablement il y aura plein de spoilers sur internet et j'aurai du mal à passer entre les fils. Donc voilà. Oui. Enfin, c'est un peu pareil pour moi. J'ai des tickets pour dans quelques mois, je sais même plus la date. Je sais que la difficulté, ça a été de trouver un moment, une date où en fait on puisse voir les deux parties la même journée. Ouais. Parce que il y a possibilité de voir les deux parties à 2 nuits de suite ou à 3 soirs d'intervalle ou un truc comme ça. Et ça, c'est impossible niveau organisationnel si on n'habite pas à Londres. Mais donc faut prévoir une semaine de vacances sur Londres. Des vacances. Déjà, quoi. Il faut les avoir. Des vacances déjà. Donc je sais que je voulais les voir les deux le même jour et je suis déjà intrigué par simplement le fait que comment ça va changer l'expérience de les voir à 2 jours différents ou l'une à la suite de l'autre. Ça va être très intéressant. Mais je vais sans doute lire le script quand il sortira parce que je pense que vu que je scanne toutes les infos qui sortent, il me sera totalement impossible de m'en sortir sans être spoilé à 150%. J'essaierai de vous épargner. Mais je pense qu'aucun de nous va arriver à passer à travers. Hein. Ouais, non, je pense pas. Mais donc voilà, donc je pense que ça vaut pas la peine de me dire je verrai la pièce avant de lire le script. Quoique peut-être, je sais pas. Là je me tâte vraiment. Mais je verrai la pièce à un moment entre, je crois que c'est septembre ou octobre, un truc comme ça. En fait, moi c'est pas vraiment du coup lire le script avant, c'est surtout, ça me dérangerait pas, c'est plus, j'ai pas envie de connaître la mise en scène avant. Parce que je trouve que c'est un peu le côté inédit du théâtre, c'est que on peut lire le script quand on veut, mais chaque mise en scène est un peu unique et du coup j'aimerais bien ne pas être trop spoilé sur les décors ou sur comment ils amèneraient telle chose. Moi j'aimerais bien ne pas voir de vidéo en fait filmée, de parties filmées de la pièce, parce que ce qui est important, le décor en lui-même, si tu le vois exposé à la lumière classique, tu vois, hors représentation, il va pas t'apporter grand chose. C'est quand il est vraiment en contexte au théâtre qui devient intéressant. Oui, bien sûr. Donc si c'est juste une photo pour nous montrer le décor, à la limite pourquoi pas, hein, je pense que ça nous apportera juste pas grand chose. On a déjà les costumes quand même. Voilà, mais ça c'est encore un autre truc dont on aurait pu parler, c'est est-ce qu'il y aura des images dans le script, est-ce qu'il y aura des photos des acteurs en costume ou est-ce qu'il y aura des photos de décors? On n'en sait rien. Et je pense que tout ce qu'on peut dire c'est rendez-vous dans quelques semaines pour débriefer tout ça avec 15 fois plus d'informations. Ouais. On espère. Et avant qu'on clôt, du coup, je veux faire un petit lien des biographies du podcast. Si vous vous intéressez à justement toute cette thématique du poids sur les épaules d'Harry et ce que c'est d'être devenu un adulte et qui a une vie de père juste énervante, allez voir la très très bonne web série Harry Potter et les 10 ans plus tard. Harry Potter and 10 Years Later, que vous trouverez, qui est faite par Furious Malicus. Carrément, je pense qu'on va pouvoir faire un assez bon parallèle. On a traduite au niveau des sous-titres et qui est une web-série remarquablement bien écrite, intelligente et drôle et qui en plus a une fin inattendue, donc je vous conseille de tout cœur de la voir. Et qui est très bien réalisée, très bien jouée en plus. Et bien voilà, qui clôt notre premier podcast.
notre premier nouveau podcast. Et de très bientôt, nous allons réaliser un nouveau podcast sur Harry Potter and the Cursed Child, où nous allons cette fois discuter des personnages, des acteurs et de tout ce qu'ils ont pu dire pour le moment. Donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye.